suis à la fois très réjoui d'être avec vous aujourd'hui et toute cette journée, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et en même temps je suis rouge de honte de tout ce qui se prépare et de toutes ces présentations qui me confondent. Et des moments où on ne se sent pas du tout à la hauteur de sa réputation, et vous allez voir, vous allez être très déçus par ce que je vais faire. Ouais, vous allez voir, vous allez voir. C'est un thème tellement riche, c'est tellement suggestif, on pourrait partir dans tellement de directions précieuses que, oui, je pense que là, on tient un filon qu'il faudrait, en quelque sorte, autour duquel on pourrait travailler. Je vais d'abord tout de suite dire que moi, je suis rentré dans ces questions-là. Pour moi, je n'ai pas réussi à sortir, à refaire quelque chose à neuf, en quelque sorte, en prenant une page blanche, ce que je devrais faire. Un philosophe, c'est ça, c'est quelqu'un qui prend une page blanche et qui dit, bon, c'est quoi la question? Et là, je n'ai pas réussi parce qu'il y avait déjà trop de choses qui avaient été, et qui sont datées d'une époque où je travaillais avec des amis à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, dans un groupe qui s'appelle le groupe de sociologie politique et morale, le GSPM, avec Boltanski, Thévenot, etc. Et je vous dis tout de suite un peu comment ça s'est situé pour moi. Moi, je suis issu d'une tradition protestante et philosophique plutôt, on va dire, kantienne. Donc, en gros, le thème de l'émancipation, c'est un thème vraiment majeur pour moi, évidemment, comme pour nous tous. Bon. Et l'émancipation, si vous voulez, ma philosophie, c'est qu'on répond toujours à des questions, mais en répondant à des questions, on soulève des nouvelles questions. Donc, ça, c'est un résumé de ma philosophie, je peux dire comme ça, ma méthode, de ma démarche. Donc, l'émancipation répond très bien au problème des servitudes. Il a fallu s'arracher à tant de servitudes. On voit bien que la réforme, les Lumières, on essaie de briser les chaînes de servitude. Bon. On n'a pas fini, c'est pas fini. Mais on produit un nouveau problème qui est la solitude. L'émancipation conduit à des individus de plus en plus déliés, de plus en plus détachés et de plus en plus solitaires, et finalement à l'exclusion. L'émancipation répond mal au problème de l'exclusion. Vous voyez, c'est très grossier ce que je dis, mais je vous le dis comme ça. Et donc, j'ai essayé de penser un thème qui serait aussi fort que l'émancipation et qui répondrait en quelque sorte qui en croisé avec l'émancipation arriverait à répondre aux deux problèmes en même temps, le problème de la servitude qui n'est jamais finie, et le problème de l'exclusion. Et j'ai travaillé autour du thème de l'attachement, des attachements. On peut dire les solidarités, on peut dire les fidélités, etc. Ce sont des thèmes importants, et justement, il ne faut pas les laisser abandonner. Il faut penser. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapproché justement de Laurent Thévenot, un ami sociologue, qui travaillait justement sur ces questions de... Moi, j'avais travaillé sur l'habité, sur l'importance de l'habitat pour le maintien des personnes, et aussi d'ailleurs du coup sur l'importance des habitudes et le fait qu'aujourd'hui souvent les luttes se réembrayaient dans le proche, on ne montait pas dans les grandes généralités, etc. On partait du proche, le souci justement pour le voisin sans papier, pour le copain d'école, des gamins qui a des difficultés, parce que comment est-ce qu'on repart de choses comme ça? Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des risques de cette démarche-là. Donc, en gros, voilà, ça c'est mon entrée dans le thème, c'est penser une civilité qui fasse place aux attachements, aux proximités, mais penser aussi une proximité qui fasse place à de la civilité, à la distance, à de la pluralité. Donc, ça rejoint quelque chose qui est une démarche, un mouvement global que j'ai trouvé dans la philosophie du XXe siècle, qui est, avec la phénoménologie, je ne vais pas faire dans lequel on revient au proche. Comme la philosophie du langage aussi, retour au langage ordinaire, Wittgenstein, Cavell, etc. Et je vois bien que, aussi dans la philosophie américaine, on reprend appui sur Emerson. Qu'est-ce qu'il disait Emerson? Il disait, on cherche toujours le lointain, le grand, les Américains de son temps, on va à Rome pour voir les ruines de Rome. Oui, mais les choses les plus importantes, elles sont juste à côté de chez nous. C'est les proches, c'est le garçon boucher du New Hampshire. Peut-être que c'est Platon. Il suffit simplement de le regarder comme étant Platon, de l'écouter. Ce qu'il a à dire est aussi important que Platon. Oui, bon, quelque chose comme ça. Cette démarche-là qui me semble, cette démarche émersonienne, perfectionniste, bon, qui me semble très importante. Il faut regarder juste à nos pieds, juste à côté de nous, sans aller plus loin. Bon.
une autre manière d'entrer dans le thème, c'est de dire notre monde, le grand drame de notre époque, le principal drame de notre époque, c'est l'effondrement de la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est l'écrasement de toutes les formes de vie. Et gérer les formes de vie, c'est aussi les formes de vie humaine, c'est-à-dire les formes de langage, les manières d'habiter, etc. Donc, c'est une des questions qui... Moi, je reste laïdien, le meilleur des mondes possibles, c'est le monde le plus dense en compossibilité, en capacité de voir le monde autrement. Et d'ailleurs, je dirais, le monde, il est constitué lui-même, il est tissé par la pluralité des regards sur le monde. C'est ce que disait Hannah Arendt. S'il n'y avait plus qu'une seule manière de voir le monde, il n'y a plus de monde. Il y a un monde parce que on voit le monde de plusieurs manières. Le monde, il se déplie à proportion qu'il y a une pluralité de manières d'habiter le monde, de le voir, de le traverser, de l'interpréter, etc. Et donc, c'est ça que nous devons défendre. C'est cette densité en pluralité des manières d'habiter, de parler, etc. En forme de vie, ça touche aussi les végétaux, les animaux, les religions, bien sûr, comme les langues. La pluralité des religions, et Kant le disait déjà, on a besoin doucement vers l'unité. L'unité appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Et donc nous, on est dans la pluralité des langues et des religions. Et ça fait partie, c'est partie de la... Vous savez, Kant enseignait la géographie. Pas seulement la philosophie, mais la géographie. Mais on a besoin de cette pluralité pour disperser l'humanité à la face de la Terre, pour essayer le maximum en fait, de manière d'habiter le monde. Bon. Et voilà, j'ai préparé beaucoup trop de choses. Je vais en sauter quelques-unes pour dire ce qui est peut-être l'essentiel. En même temps, j'ai envie de dire que chaque fois, il va y avoir il faut sentir qu'il y a des points noirs. Par exemple, cette dispersion peut être aussi une dispersion qui, dans un milieu qui est perçu comme hostile, va faire une dispersion sous forme de petites bulles hyper protégées. Vous voyez, des petites diasporas, une balkanisation de petites diasporas qui s'enferment dans leur langue, dans leur petite langue, sans cohabiter. Je pense que, d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, bien sûr, il y a cette question de comment, je ne dis pas supprimer les bulles, hein, je crois que c'est très important de penser, on ne peut pas penser la communauté sans penser les immunités. Il faut un peu d'immunité. Si on supprimait les immunités, nous mourrions tout de suite. On a besoin de se défendre aussi contre les corps étrangers. Mais on a besoin en même temps d'avoir des contacts avec les corps étrangers, sinon on ne peut même pas manger, on ne peut même pas respirer, etc. Donc, vous voyez, il y a un va-et-vient entre le... Et c'est je pense que d'ailleurs, le thème qu'on rencontre aujourd'hui, il y a sans doute une sorte de grand combat titanesque philosophique entre le thème de l'ouvert et le thème du clos, l'ouverture et la clôture. On pourrait s'appuyer sur les Strauss, sur le fait que... Voilà. Et en fait, il y a un danger de l'excès d'ouverture, et il y a un danger bien sûr de l'excès de clôture. On voit bien que dans l'Europe aujourd'hui, il y a vraiment une montée terrible de nouvelles pestes brunes qui sont là, quoi. Elles sont là. Il y a des manières d'utiliser. Mais j'ai envie de dire, il y a une complicité entre un capitalisme complètement débridé qui pense l'ouverture à tout craint, et en fait une fermeture à tout craint qui va ensemble. Plus il y a une ouverture excessive, plus il y a une clôture excessive, et donc il faut penser une bonne dialectique de l'ouvert et de l'ouverture et de la clôture. C'est un des paradoxes de notre situation d'aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, il faudrait distinguer une fermeture vitale, nécessaire et bonne. Les choses parlaient même d'une surdité, il faut être parfois sourd aux autres un peu pour pouvoir garder sa propre voix vivante. Donc il distinguait ça d'une fermeture abusive, et de la même manière distinguer une ouverture vitale, souhaitable, d'une ouverture abusive, et même qui devient mortelle, hein, qui brise complètement la possibilité qu'il y ait des cultures. Moi je pense que notamment une des choses les plus dangereuses, j'ai développé dans un dernier l'idée du tourisme, qui est en fait un rapport complètement consumériste à la culture, aux arts, etc., et individuel, comme si on était dans un supermarché. Mais les cultures, elles se transmettent dans des milieux. Et l'importance du voisinage serait comment est-ce que le voisinage pourrait devenir des milieux. Quand je dis milieu, c'est au sens où, je sais pas moi, les grandes voix américaines, les chanteuses américaines auxquelles nous sommes attachés, etc. Où est-ce qu'elles ont appris à chanter? Elles ont appris à chanter dans leur paroisse, elles ont appris à chanter dans... Et ce sont ces milieux
dans lesquels se transmettaient les cultures qui sont actuellement brisées. On brise les canalisations de la transmission en essayant de tout réduire à des choix individuels. Le modèle libéral du choix individuel est extrêmement dangereux. Je dirais aussi peut-être que la ville n'est plus ce qu'elle était. Longtemps, la ville, on pense à l'école de Chicago, par exemple, la manière dont, ou même la manière dont George Simmel voyait l'étranger qui arrive avec son baluchon il arrive par la route, il rentre dans la cité, on le voit très bien dans les westerns. Peut-être que quelques années plus tard, il sera le maire, il sera le sénateur, il sera le shérif, il y a une sorte de confiance dans l'étranger, parce qu'on va à la ville c'est le lieu, c'est un lieu on peut dire d'anonymat, où tout le monde a sa chance. Ça, c'est déjà une conception même, je pense à Victor Hugo, par exemple, dans Les Misérables. Quand on va à Paris, Paris est en même temps le lieu de la perdition, mais en même temps le lieu du pardon. On peut laver sur son passé et se redonner une nouvelle identité. Et bon, ça, c'est cette conception ancienne de la ville, je dirais, moderne, mais justement déjà ancienne, la ville comme lieu où on recommence sa vie librement en larguant les amarres. C'est le lieu de l'émancipation, si vous voulez. Mais justement, aujourd'hui, on n'en peut plus de l'émancipation, si je veux dire, on n'en peut plus de ce détachement, on a besoin de trouver des liens. On cherche dans la ville, au contraire, on cherche des proximités, on cherche des gens on ne veut plus de l'anonymat, on ne veut plus du caractère sans qualité, interchangeable, etc. Des liens, donc on veut des liens le plus personnels possible. On fait même semblant de se connaître très bien, quand on a des amis sur Facebook, on a toutes ces manières de faire semblant d'avoir du proche, alors qu'il n'y a pas de proximité, refaire de la familiarité, ce besoin de faire du familier, du proche. Et pour ça que je voudrais pas sous-estimer le caractère fallacieux et dangereux, en quelque sorte, de ces formes d'attachement choisi d'abord. Hein. On a beaucoup dit dans le texte de présentation que les voisins, c'est comme la famille, on ne choisit pas. C'est très important. Je parlais tout à l'heure du danger des liens choisis, des individus qui se choisissent, etc. De l'idéologie du choix, l'idéologie ultralibérale du choix. On peut tout choisir, on peut choisir sa condition. C'est un rêve, c'est faux, c'est pas comme ça. Et donc, en fait, ça forme des gated communities, des communautés fermées, c'est le danger. Il faut faire attention aux quartiers comme communautés fermées, comme communautés de gens qui s'entre-choisissent. C'est pareil pour les paroisses, d'ailleurs. Hein, c'est pareil pour bien des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est une situation très ancienne. Hein, je ne sais pas si vous connaissez dans la tradition turque ottomane, j'habite en Turquie en effet, il y a une sorte de jeu d'ombre qui s'appelle les carageuses. Je ne sais pas si vous connaissez les carageuses, c'est des poupées donc on projette avec une sorte de truc très ancien du XVIe siècle. Bon. Et parmi les personnages, il y a un personnage très typique, et ça c'est quand même un peu comme la commedia dell'arte, il y a un personnage qui s'appelle le quartier. Alors on voit 3 ou 4 personnes sous un parapluie qui apparaissent, et c'est le quartier. Le quartier, quand le quartier arrive, c'est pour attaquer quelqu'un en disant « ouh, honte à lui ». Mais le quartier a une fonction de contrôle moral, mais parfois ça peut aller jusqu'à des programmes. Vous voyez, c'est ça le danger. Le voisinage, ça peut être aussi le lieu des programmes, c'est le lieu où on va chasser l'intrus qui n'est pas vraiment du quartier. Vous voyez, ça peut aussi être ça, donc il faut prendre garde à ça. Je tourne les pages rapidement. Il me reste encore quelques minutes. 5 minutes, ouais. Oui, alors peut-être un point qui me semble important, c'est d'essayer de penser est-ce qu'il y a une politique du proche? Est-ce qu'on peut penser politiquement à partir du voisinage? C'est aussi une question intéressante parce que, en tout cas pour la France, par exemple, le politique, c'est forcément le civique et c'est forcément national. C'est tout de suite, il faut monter en généralité. Si c'est valable ici, il faut que ce soit valable partout. Je pense que la Belgique a un sens de peut-être que je rêve, hein, mais de la pluralité. La Belgique me semble-t-il est plus baroque, dans un sens positif pour moi, si vous voulez, que la France, qui est vraiment tellement centralisée, tellement monarchique, tellement jacobine. Bon. Et donc, l'ancrage dans le proche, eh bien, forcément, voilà par exemple quelqu'un qui dit oui, mais non, mais ça c'est. Oui, bien sûr,
ils veulent faire un tunnel à travers les montagnes pour faire passer les trains parce qu'il y a trop de camions, etc. Oui, mais ma vallée, je vais défendre ma vallée. Mais est-ce que voilà. Donc il peut y avoir des débats politiques autour du proche. Hein. Donc je disais tout à l'heure, on réembraye dans le proche, mais ça peut être aussi un sujet politique dans lequel on va défendre. Alors ça peut être très positif, on va défendre une école de quartier ou une boulangerie. Il ne faut pas que cette boulangerie ferme. Si elle ferme, c'est encore un lien qui se défait, alors que c'est un lieu où on se rencontre, où on se parle, etc. Bon. Donc il faut tisser, aider à tisser tous ces liens, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière pour faire ça? Est-ce que ça ne favorise pas un discours de « nous, on n'est pas dans le politique, les politiques sont tous pourris, les grandeurs générales sont toutes pourries, nous, on est dans le proche, nous, on est dans l'action, nous, dans le proche ». Et je pense que ça a beaucoup favorisé la montée, par exemple, du Rassemblement national en France. Ce discours, les chasseurs, les pêcheurs, nous, on est dans le terrain, nous, on sait ce que c'est, etc. Vous voyez, ce discours-là. Donc, ça peut être tout pour essayer de montrer que l'ambiguïté de la notion de proche, si vous voulez. Parce que les proches, c'est aussi les mafias. La mafia, c'est les amis de mes amis sont mes amis. Les proches de mes proches sont mes proches. Ça marche comme ça. Des liens de proximité peuvent aussi devenir des liens mafieux, si vous voulez. Donc, si vous voulez, tout n'est pas rose dans la réflexion sur la proximité. Et même Hannah Arendt, elle va encore plus loin, elle dit un des grands dangers, c'est lorsque le monde devient trop sombre, trop noir, c'est de se retrouver dans une chaleur dans laquelle il ne faut plus qu'il y ait de différence. On est tous frères, on est tous proches, on est tous ensemble, etc. Et c'est la dépolitisation totale. Il n'y a plus de pluralité, il n'y a plus de discussion. Or, il y a un monde, et il y a un monde humain, parce qu'il y a du désaccord, parce qu'il y a du conflit, parce qu'on n'est pas tous dans l'obscurité du même ventre, tous ensemble, dans la grande chaleur humaine, de la grande fraternité humaine, qui peut devenir quelque chose de très acosmique et aussi de très apolitique. Je pense aussi important de penser que ce qu'on rencontre dans le voisinage, c'est ce mélange que cherchait Ricoeur entre les relations courtes et les relations longues, c'est-à-dire les relations privées des proches et puis des lointains, des anonymes, de l'incognito, etc. Et donc, on peut avoir, je pense, dans le voisinage, ça c'est à mon avis très important à travailler. Si vous voulez, parfois, vous lisez un poème, de l'Égypte ancienne, il y a 3000 ans, vous ne connaissez pas du tout qui c'est qui l'a écrit, et ce poème va vous transmettre une expérience d'une singularité, comme si c'était très proche de vous. Vous voyez, c'est très mystérieux, parce que vous ne savez pas qui c'est, vous ne connaissez pas l'identité, donc c'est pas personnalisé, et pourtant il y a une singularité. Et donc, je pense qu'il peut y avoir, dans des relations incognito, des relations anonymes, des relations faibles, des relations juste de voisinage, des partages de singularité bien supérieurs à des partages de singularité qu'il pourrait y avoir même avec des proches de famille ou des amis, etc. Ça, c'est des choses qui me semblent intéressantes. Je termine par une figure que j'ai souvent utilisée, qui est la figure de ce que j'appelle différer ensemble. C'est-à-dire, en fait, en gros, mon idée, c'est que nos sociétés sont sans cesse travaillées par deux forces, des forces de rapprochement, on peut appeler l'amour, si vous voulez, les forces on a envie de se ressembler, on a envie de se rapprocher, et puis des forces de distanciation. C'est pas forcément la guerre, ça peut être aussi la justice qui refait des séparations, des distances, des mesures, on va dire, qui remet de la distance. Il y a besoin de distance, il y a besoin de... vous voyez, si vous essayez de faire un feu, si vous mettez les bûches toutes les unes contre les autres, ça ne va pas brûler. Il faut créer des distances, il faut trouver les bonnes distances pour que ça marche, pour que le feu marche bien. Mais je dirais, dans nos sociétés, c'est un peu ça. Il faut à la fois du rapprochement et de la distanciation. Il faut trouver le bon rapprochement. Et donc, quand je dis différer ensemble, ça veut dire, quand on est ensemble, on découvre qu'on est différent mais aussi on est différent que parce qu'on est ensemble. On ne peut pas être différent tout seul. Ça n'a aucun sens. On diffère parce qu'on est ensemble, mais on ne peut être ensemble que parce qu'on accepte de différer, de s'écarter les uns des autres un peu. Je me rappelle ma petite fille un jour qui m'avait dit écarte-toi que je te parle. Elle avait 5 ans. J'ai bien aimé cette phrase. On peut se parler que parce qu'on se met. Il faut trouver un petit peu de distance. Et voilà, c'est un petit peu l'image que j'ai. Et peut-être, je pense à des scènes de Rousseau dans La Nouvelle Héloïse,
des scènes de fêtes de village, un peu comme le voisinage comme lieu de fête. Alors, la fête, Rousseau dit, qu'est-ce qu'on va y montrer? Rien. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs, et vous aurez une fête. Donnez les spectateurs en spectacle, rendez-les acteurs eux-mêmes, faites que chacun se voie et s'aime dans les autres. Et en fait, d'une certaine manière, c'est le rêve, Starowiecki l'avait très bien montré chez Rousseau, le rêve dans lequel on ne cherche pas à se montrer, et pourtant, on est transparent. Ça, c'est le bonheur. Une société où on pourrait, sans aucune vanité, se montrer les uns aux autres. Et je pense que, voilà, en fait, la vie humaine, la cité humaine, c'est un espace d'apparition mutuelle dans lequel chacun doit pouvoir se montrer librement, mais aussi se retirer, se cacher, ne pas être montré malgré lui-même. Je travaillais récemment sur l'humiliation. L'humiliation, c'est d'être montré malgré soi ou d'être écarté malgré soi. Et bien justement, une bonne vie de quartier, ce serait une vie de voisinage, ce serait une vie dans laquelle à la fois on peut se retirer chez soi et en même temps on peut sortir de cet espace de confiance dans lequel on peut se montrer et dans lequel on multiplie les occasions de montrer qui on est. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grand bonheur civique. Merci. Merci.